Bonjour, ici Mélissa Brézé et vous écoutez Donne ta patte, un podcast où ont lieu des discussions de personnes passionnées et passionnantes qui parlent de leur rapport à la création et au processus créatif. Et aujourd'hui, on accueille Bernard Marot, aka le Marot Show. Comment ça va Bernard ? Ça va, je suis intimidé. Mais non, il faut pas. Ouais, parce que c'est trop bien d'être ici et c'est trop cool. Voilà. Merci de me recevoir. Bah, merci d'être venu. C'est trop cool. Bah oui, j'ai dû prendre le tram. Une horrible histoire. Il n'y a pas de vélo, coronavirus, enfin tout ça. On est très... Alors en mars 2020, c'est la fin du monde. Ouais, mais je pense qu'on n'en est pas loin. Ouais. Oui, et on va pouvoir en parler du coronavirus. Mais bien même sûr. si on n'a pas envie. Non. Personnellement, j'en ai pas envie, mais malheureusement, c'est un peu lié à ton métier. Ah ouais, et puis c'est carrément lié à mon métier, et puis c'est l'actualité de toute façon du moment. Quand on regarde la télé, j'ai l'impression qu'en ce moment, il n'y a rien d'autre qui existe, à part ça de toute façon. Et peu importe la chaîne qu'on regarde, que ce soit les chaînes d'infos en continu, ou les chaînes un peu plus généralistes, blam blam, coronavirus. Et je comprends, hein, c'est hyper important de faire gaffe, mais waouh. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Bernard ? Professionnellement, du coup, je suis animateur en maison de retraite. Voilà, ça c'est mon métier. Et j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Le Marot Show. C'est deux trucs un peu distincts que je fais. Y a mon métier de base, en fait, voilà, animateur en maison de retraite. Et il y a Le Marot Show qui est un concentré de personnes et de gens et qui me suivent dans mes idées plus ou moins folles pour faire des courts-métrages, en fait, du coup. Et c'est plutôt super cool parce que ça me permet de rencontrer vraiment beaucoup de personnes très différentes qui ont des talents très différents, qui sont, je pense, bien au-dessus des miens sur plusieurs choses, sur le montage, sur l'écriture, sur le jeu. Et c'est hyper intéressant. J'ai mis du temps à me l'avouer aussi, mais je pense que j'ai aussi fait le Marot Show pour rencontrer des personnes qui ont ces talents-là et qui m'apportent en fait. Parce que précédemment aussi, j'étais dans Harakiwi. Oui, tout à fait, avec Boris qu'on a entendu dans l'épisode 3 et Exact. Pierre qu'on a entendu dans l'épisode 5. Voilà, et pour moi, c'était pareil aussi, cette aventure-là, c'était un concentré de personnes avec des talents très différents pour faire un projet ensemble. Et du coup, comme Harakiwi, c'est terminé. Pour moi, faire le Marot Show, c'était aussi m'avouer que c'est une aventure qui m'a fortement marqué, Harakiwi, et me dire aussi que j'avais pas envie de perdre ça, de continuer à faire quelque chose de créatif de mon côté, mais en étant cette fois-ci peut-être un peu le seul décisionnaire, entre guillemets, puisqu'à Harakiwi, on était 6 au départ, on a été 5 après, ensuite on a été 7, je sais pas, les nombres ont été un peu différents, mais on était toujours plusieurs à décider, ce qui amenait aussi beaucoup dans la création, mais qui peut-être aussi bloquait un peu le processus créatif sur certaines décisions, sur certaines envies ou sur certains choix. Dans la vie en général, plus on est, plus les décisions sont difficiles. Voilà. Ça veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste la vie. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis du coup, ça a amené quand même des trucs assez dingues, puisque j'ai des souvenirs qui me viennent comme ça, mais le premier truc qu'on a tourné, on avait quand même converti une clinique vétérinaire en un faux commissariat de police. Ça, c'était assez dingue. C'est vraiment un des premiers trucs qu'on a tourné. Je crois que c'est un des premiers trucs qu'on avait sorti. C'est le premier qui est posté, en tout cas, sur votre chaîne. Et on a tourné des trucs dans la neige. Ouais. On s'est quand même tapé toute la route pour aller dans la neige, dans les Pyrénées, pour tourner un truc en costume de peau de bête. Et on s'est retrouvé dans une tempête de neige à ce moment-là, en plus. On a tourné un truc dans un saloon, enfin dans un décor de saloon. C'était quand même relativement chouette. Et puis je me rappelle aussi qu'on avait tourné un truc à l'iBot, mais on les avait appelés la veille. Et les mecs, le lendemain, nous ont dit « Ouais, pas de soucis, venez tourner ». Alors je précise juste, l'iBot, du coup, c'est un bar, boîte, salle de spectacle qui est sur un bateau à Bordeaux. Et ça fait partie d'un truc assez ouf. Enfin, moi, j'ai trouvé ce sentiment dans Harakiwi, c'est que on arrivait à obtenir des trucs quand même en termes de salles, de lieux assez chouettes, et même surtout en termes de rendu et d'écriture, et c'était cool. Bah oui, carrément. Et du coup, le fait qu'on ait arrêté, on a mis un peu de temps à se l'avouer aussi, j'ai fait le Marot Show, parce que j'avais envie de continuer à faire des trucs, quoi. Dans Harakiwi, toi, le plus souvent, tu faisais quoi ? Le plus souvent, moi, j'étais comédien. À la base, il y avait aussi Cédric, du coup, qui lui était scénariste. Il était comédien et il a fait du montage. Cédric, c'est donc Cédric Scalabrini, dont Pierre a parlé, Pierre Avoyard, dans l'épisode 5, parce que du coup, ils ont leur chaîne Pete and Ike. Il y a Boris, du coup, de la Higuera. Voilà, l'épisode 3. Voilà, qui lui était... il avait plusieurs casquettes en plus. Il était scénariste, monteur, FX, c'est pas qu'il s'appelle François-Xavier, mais c'est qu'il faisait des effets spéciaux. Il était comédien aussi en plus. Sébastien Appéré, qui était réalisateur, monteur, chef opérateur, cadreur,
Il a fait du montage aussi, on l'a vu dans certaines vidéos. Michael Potinet, qui était lui surtout premier assistant. Il avait réalisé aussi pas mal de trucs. Et il était comédien aussi. Il y avait Pierre Avoyard. Donc, Épisode 5, du coup. Ouais, preneur de son, comédien, magicien de la musique. Parce que c'est lui qui avait quand même fait toutes les bandes son de tous les Harakiwi qu'on a pu voir, peut-être à de rares exceptions près. Il y a eu Marion Souquet qui nous a rejoint aussi pendant un temps, qui elle était plus sur la production, nous aidait à trouver les lieux. De la régie, elle a été comédienne aussi sur certains trucs. Et il y a eu Gabi, Gabriel je sais jamais son nom de famille. Feuvrier. De la chaîne Boris et Gabi, du coup. Ouais, puisque du coup après, à la suite de la fin d'Harakiwi, Boris et Gabi ont fait leur chaîne. Et lui, du coup, il était aussi scénariste, comédien là-dessus. Et moi, j'étais principalement comédien. J'ai dû écrire un scénario, je crois que c'est le tout premier, Good Cop, Bad Cop, qu'on avait fait. Enfin, je l'ai coécrit avec Cédric. J'ai dû réaliser 2 trucs. Et encore, réaliser, c'est un bien grand mot parce que à chaque fois, c'était des coréales. La première, c'était avec Cédric. On avait fait Trump, on avait improvisé des trucs dans la rue, comme quoi Trump allait être le président français et qui se présentait aux élections présidentielles françaises. Et avec Boris, j'avais co-réalisé Philippe. Et après, moi, j'étais surtout comédien. Mais je suis un comédien qui a des problèmes de temps, puisque je fais 15 milliards de trucs en même temps. On va pas se mentir là-dessus. Et du coup, ce qui fait qu'il y a bien des sketchs où j'étais pas dessus, parce qu'en fait, je faisais autre chose. C'est pas une excuse en soi. Bon, c'est les choses de la vie. C'est les choses de la vie. Je sais que c'était pas facile aussi à gérer, ni à comprendre, mais parce qu'on était dans un collectif où on essayait de faire le plus de trucs possible ensemble. Et il y a des fois, moi, j'étais juste pas là parce que voilà, je faisais autre chose. Mais je trouve qu'Harakiwi, ça reste quand même une belle aventure parce qu'on a fait quand même des trucs improbables, quoi. J'aurais jamais pensé qu'on aurait pu faire autant de trucs. C'est vraiment dingue. C'était chouette. Ouais, et puis je pense que, indépendamment du fait que ça se soit terminé, je pense que tout le monde en garde un bon souvenir sur l'expérience globale. J'espère. Mais moi, oui. Non, mais j'espère aussi parce que c'est vrai que vous avez tous énormément grandi artistiquement et humainement aussi sûrement, mais ça c'est une autre histoire. Ouais. Mais artistiquement, de vos premières vidéos à vos dernières, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et... Ouais, et puis c'est marrant de voir aussi que les copains avec qui on était dans le même collectif continuent à faire des trucs derrière, quoi, du coup, qu'ils n'ont pas abandonné parce que juste Harakiwi c'est terminé. Moi, je m'étais posé la question de est-ce que je fais un truc tout seul ? Est-ce que j'aurais le cran, entre guillemets, de faire un truc tout seul ? Parce que d'être dans un collectif, ce qui est bien aussi, c'est qu'on est porté. Voilà, on n'a pas à se soucier de ci parce qu'il y a lui qui fait ça, on n'a pas à faire ci parce qu'il y a lui qui fait ça, c'est cool. Mais on a aussi son rôle, donc il faut le tenir. Moi, ce que j'aimais bien dans Harakiwi, justement, c'était aussi ce sens du collectif. Alors, après, il y a peut-être un truc qui l'a un peu emporté, je pense, dans Harakiwi, c'est le fait que on se voyait surtout pour faire Harakiwi. Alors, paradoxalement, moi, j'étais peut-être un des premiers à dire c'est dommage, on se voit que pour Harakiwi, on pourrait peut-être se voir pour faire des soirées à côté. Et en même temps, j'étais le moins disponible, même pour faire une soirée à côté. Mais ça fait partie du truc aussi, quoi, c'était une aventure globale. Ok. Je suis quelqu'un de très paradoxal. Je pense que c'est important d'être paradoxal. Et oui, il faut être paradoxal. Cultivez votre paradoxalisme. Table. Enfin, ouais, soyez paradoxaux, c'est pas grave. Personne vous en voudra. J'ai même l'impression qu'on vous aime parce que vous êtes paradoxal. Alors psychologiquement, quand t'es paradoxal, je pense qu'il y a une partie de remise en question, surtout en fait. Ça veut dire que tu te remets en question sur ce que tu penses déjà. Oui. C'est pour ça que des fois on peut être tous un peu paradoxaux. Ouais, mais il faut être différent, voilà. C'est peut-être différent, c'est le mot plus assumé, je pense, que paradoxal. C'est bien d'être différent. Oui. Il faut être différent. Sinon, qu'est-ce qu'on se ferait chier, putain. C'est vrai, si on était tous les mêmes, moi je sortirais pas de chez moi. Déjà, on se supporterait pas. Ni nous, ni les autres. Ouais, c'est clair. Ce serait chiant. Salut, je suis comme toi. Bon, dégage. Ok, génial. Super. Tu vas tellement m'apporter. Ouais, c'est clair. Prends la porte, là, elle est là, barre-toi. Moi, je vais la prendre avec toi parce que j'ai rien à m'apporter. Enfin bref, ce sera assez terrible. Donc, tu es animateur en maison de retraite. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que je crois que tu fais du théâtre aussi avec les personnes en maison de retraite. Alors oui, du coup, je suis animateur en maison de retraite. C'est un métier auquel je m'attendais pas du tout. Parce que j'avais postulé dans un EHPAD. Alors oui, on dit bien un EHPAD et pas une EHPAD. Parce que un EHPAD, c'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et en fait, j'avais postulé dans un EHPAD à Bordeaux pour proposer des ateliers de création. Voilà, de théâtre, de musique,
de danse, enfin d'expression dans tous les genres, quoi, vraiment sur du culturel. On m'avait pas accepté à l'époque parce que y avait tout un processus de recrutement d'animateurs et puis quelqu'un d'autre a été recruté. J'y retourne quelques années, une année après, pour reproposer la même chose. Entre-temps, à la direction, ça avait changé et on m'a pris. Et donc ça fait presque 3 ans du coup que je suis animateur dans cette structure. Et du coup, en fait, on propose des ateliers d'écriture, des ateliers de théâtre. Donc il y a un intervenant en plus qui vient pour ça. Moi, je participe aussi avec lui. Il s'appelle Raphaël d'ailleurs, il est très gentil. Et en fait, dans ces ateliers, du coup, on propose aux résidents, par exemple pour les ateliers d'écriture déjà, on leur propose d'écrire un texte en commun. Pas un texte individuel, mais un texte en commun parce qu'on part du principe que dans les EHPAD, du moins c'est un peu ma philosophie aussi, le processus de création collectif a un intérêt aussi pour développer le côté social. C'est-à-dire que les gens vont échanger, ils vont débattre de leurs idées, ils vont être d'accord, ils vont pas être d'accord, et puis au final, celui qui va trancher, en respectant le plus les opinions favorables ou défavorables, c'est l'animateur de l'atelier. Donc en l'occurrence Raphaël ou moi. Et du coup, on se retrouve à écrire des textes complètement improbables, puisqu'il y a une année, on avait mélangé du coup les ateliers d'écriture avec les ateliers théâtre, et on avait écrit une pièce de théâtre, écrite entièrement par les résidents, donc c'était l'histoire de 3 vaches, qui du coup découvraient un truc mystérieux au sein de l'EHPAD. Je vais pas trop vous spoiler parce que ça a été racheté par Steven Spielberg. Mais enfin, voilà, c'était une histoire complètement improbable avec des vaches, un fermier, une fermière. Et ce qui était chouette dans le processus, c'est que les résidents l'avaient écrit, mais les salariés de l'EHPAD l'ont joué pour les résidents. D'accord. Donc les résidents ont vu leur création jouée par des salariés qui côtoient à peu près tous les jours. Trop bien. Et le retour a été complètement dingue. Et là, en ce moment, on est en train d'écrire avec eux un film, parce qu'on en a déjà écrit un. Mais là, on est en train d'écrire un nouveau film où la porte de la chambre d'une résidente a disparu. Elle arrive devant sa chambre, il n'y a plus de porte. Et là, on part dans un espèce de truc, mais je pensais pas qu'on y arriverait, de science-fiction complètement improbable, où il est censé y avoir du coup une inspectrice du paranormal qui arrive, mais par hélicoptère, et qui saute carrément, puisque au moment où son ami l'appelle, lui dit « Ma porte a disparu, ma porte a disparu !» Juste à ce moment-là, comme par hasard, l'hélicoptère de l'inspectrice passe au-dessus de la maison de retraite, enfin de l'EHPAD, et du coup, ni une ni deux, elle prend un parachute, elle saute et elle atterrit dans le jardin. Donc on est en train de parler de fond vert et tout ça, parce que l'idée c'est qu'on fasse vraiment un film. Ok. Et on avait déjà fait un film, sur la journée de la résidence. Comment ça se passe dans une résidence, comme ça, dans un EHPAD, du côté des soignants et du côté aussi du coup des résidents. Et ce qu'on avait fait pour rendre le film un peu plus attractif pour les résidents, c'est qu'on leur avait fait écrire des sketchs qui se passaient par exemple au moment du restaurant ou au moment où ils regardent la télé ou quand ils sont à la kiné. Et du coup, ces sketchs, on les avait inclus dans le film pour illustrer les moments de vie. Et bien sûr, qui avait pris le son à ce moment-là ? Pierre Avoyard. Mais ça avait super bien marché parce qu'il se sentait hyper impliqué dans l'idée de « Ok, on va montrer quelque chose qui n'existe pas pour de vrai, quelque chose de fictif, un sketch, mais on va essayer quand même de le rendre hyper concret pour que les gens, les familles qui vont voir le film, comprennent comment ça se passe aussi pour les résidents. » Parce que l'idée aussi derrière ces processus créatifs de montrer ce qui se passe dans les résidences, et ça je pense que c'est pareil partout en France, c'est aussi de montrer aux familles et aux personnes de l'extérieur que quand on arrive dans un EHPAD, c'est pas d'un seul coup la vie s'arrête quoi. Il se passe plus rien, voilà. Non, on continue c'est un rôle de médiation culturelle un peu. Ouais, complètement, c'est de la coordination de vie sociale aussi parce qu'il y a enfin on n'arrête pas de vivre parce qu'on rentre dans un EHPAD. Au contraire, il y a plein de choses qui continuent à se passer. Et nous, on essaye vraiment de mettre ça en avant par du créatif quoi. Par le théâtre, par l'écriture, par des choses aussi de la vie quotidienne, de l'épluchage de légumes. Voilà, ça on en fait avec les résidents. C'est pas un truc hyper créatif, on n'a pas inventé l'eau chaude, hein, mais ça les maintient dans quelque chose. Et il y a ce côté du coup qu'on essaye d'apporter, du coup moi je fais intervenir quand même Raphaël plusieurs fois par semaine, moi aussi du coup je suis là pour les activités, mais on essaye vraiment de les emmener ailleurs pour qu'ils déconnectent le plus possible de la réalité de l'EHPAD. C'est quand même aussi une réalité en termes de soins, en termes de rythme de vie, en termes de nutrition, et on essaye de les emmener dans un autre univers quoi. Dans leur écriture, toi, des fois, tu prends part ou juste tu les guides ou des fois, tu mets un peu plus... Enfin, comment ça se passe Tu les laisses écrire ensemble ou des fois, toi, tu ajoutes... Alors nous, on est toujours là, que ce soit Raphaël ou... Oui, toi et Raphaël, pardon. Ouais, désolé Raphaël Bouissé, si tu m'entends. Nous, on est toujours là, de toute façon, parce qu'il faut qu'on guide à minima le processus créatif. C'est-à-dire que nous, on part à peu près du début,
on a à peu près le début de l'histoire, D'accord. même si les résidents du coup sont quand même capables de nous dire, mais attendez, ça ce serait peut-être mieux. Et on a à peu près la fin. Ok. On a le début, on a la fin, mais il y a des fois, on ne sait pas du tout où on va arriver, quoi. Je vois des fois, on intervient dans une partie de la structure qui est une unité protégée, donc une unité fermée vraiment pour des résidents avec des troubles bien spécifiques. Et Raphaël intervient là-bas aussi pour faire des ateliers d'écriture, et des fois il part avec son plan A, voilà, donc on va faire ça aujourd'hui, il ressort de là, on en discute, il me dit, j'ai absolument pas fait ce que j'avais prévu, mais putain, qu'est-ce que c'était bien. Parce que je pense qu'il y a aussi cette dimension à prendre aussi chez ces personnes-là, c'est que on sait pas où ça va aller de toute façon. Je pense que quand on écrit un scénario, si on l'écrit soi-même ou avec des personnes qui sont pas malades, qui sont pas démentes, qui n'ont pas de problème de santé, bon ben on s'entoure de personnes à peu près de la même catégorie sociale, qui ont à peu près les mêmes facultés, et puis on écrit le truc et voilà. Alors que là, on est dans un milieu où c'est des personnes hyper différentes, qui viennent d'horizons hyper différents, de milieux hyper différents, et du coup on se retrouve embarqué des fois dans des histoires complètement improbables. Et je pense que ça tient aussi par le fait que ces personnes-là ont une expérience de vie qui n'est pas la nôtre. Moi, j'ai 32 ans aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai la même expérience de vie qu'une dame qui a 98 ans, qui a vécu presque 2 guerres, quoi. Voilà, c'est impossible de dire ça. Et du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que des fois, on part juste sur, ben voilà, on va écrire ça, et puis au final, on n'écrit rien, parce qu'on se retrouve à partager des moments de vie de ces gens-là. Ils nous racontent comment c'était la guerre. Ça, c'est fou. Enfin, on se retrouve des fois dans... Voilà, et ça nourrit l'histoire aussi, parce que ces gens-là ont tellement d'expérience, ils ont tellement de choses à donner que ça nourrit les histoires. Alors, bon, on reste quand même sur des trucs très légers, au final, mais ils arrivent à nourrir l'histoire du poids de leur propre histoire, en fait, quoi. Et des fois, on se dit, waouh, on est quand même face à des gens, une fois qu'ils seront éteints. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à faire ça, c'est qu'on recueille le maximum aussi de leurs souvenirs par rapport à tout ça, par rapport à ce qu'ils ont vécu, parce que c'est des choses que nous, on vivra jamais. Du moins, j'espère qu'on vivra jamais. Ouais. Et c'est assez fou de se dire qu'on écrit des histoires avec des gens qui ont autant de vécu. Et que du coup, leur vécu influe forcément dans l'histoire. Ils vont pas non plus dire, bon, bah alors voilà, on va parler de la guerre et des nazis qui arrivent et tout ça, machin. Hein. Mais on sent dans l'histoire que des fois, quand ils racontent quelque chose, ils ont leur sensibilité à se dire... et nous, on n'ose pas forcément, mais ils se disent des fois, on peut peut-être aller un tout petit peu plus loin pour faire comprendre aux gens que il y a eu ça aussi, quoi. On avait fait aussi, à une époque, il y avait une collègue qui s'appelait Mayana qui intervenait aussi. Elle avait fait tout un film sur l'école avant. Et c'était nourri à chaque fois de l'expérience des résidents qui expliquaient, ben voilà, l'école avant, c'était comme ça, c'était comme ci. Et elle avait trouvé un vieux film, dont j'ai plus le nom, mais du coup, elle avait illustré les souvenirs des résidents par des images de ce film. Et quand ils ont vu ça, ils ont été émus, quoi. Ouais, mais si, c'est ça. Non, mais je réfléchis à ce que je dis, parce que... Bah non, mais c'est très intéressant. Ouais, je pense, j'espère. Bah oui, c'est laid. Oui, grave. Si. Parce que ça sous-entend que plus on va vivre, plus quand on va écrire, on écrira des choses différentes et riches et bon, ça sous-entend pas que ça, mais moi, ça me parle de ça et je trouve ça très, très important et intéressant. Et même si aujourd'hui, ça reste quand même relativement léger ce qu'on écrit avec les résidents, parce qu'on n'est pas là non plus pour leur dire, voilà, on va se plomber la gueule à parler de 14-18, 39-45, on y va. Et des fois, on dédramatise parce que... Mais il y a des fois, du coup, avec Raphaël, il a un atelier qui est très juste. Sur les ateliers d'écriture, il a une partie de son atelier où, du coup, il va, par exemple, demander juste aux résidents de chercher des mots qui commencent par le son O. Et ben, alors, tu peux en avoir plein. Horizon, horrible, et puis paf, t'as un résident qui va placer Holocauste. Ça dure 2 secondes, mais ah oui, l'Holocauste, ouais, ouh, voilà. Et on en rigole forcément parce que, quand on rigole, c'est pas forcément juste, mais il faut prendre du recul aussi par rapport à ça. Ces gens-là l'ont vécu. Nous, on le passe sur le ton de l'humour rapidement et puis on passe à autre chose. Parce que les résidents n'ont pas forcément que des souvenirs liés à ça, mais ils en ont forcément. Et du coup, hop, on passe à autre chose, quoi. Ou comme par exemple, on va chercher des mots qui commencent par le son Q et on va avoir culbuté. Voilà, et forcément, il y a une résidente qui va nous faire une allusion grivoise et machin. Et puis alors, du coup, avec Raphaël, on est là du culturel. Voilà, je pense qu'aussi, pour mener ces ateliers, c'est des histoires de rencontres entre l'animateur
et les personnes qui participent à l'atelier. Les personnes qui participent à l'atelier, au final, peu importe l'âge, que ce soit des enfants ou des personnes âgées, même si je trouve qu'il y a une différence entre les enfants et les personnes âgées. Ouais. Bah, il y en a qui ont vécu tout un tas de trucs et Voilà. d'autres qui sont en train de comprendre tout un tas de Voilà, et trucs. qui sont en construction, en fait. Les enfants sont en construction, et les enfants ont la... C'est parfois compliqué aussi de les intéresser sur un sujet bien précis, parce que bah, ils ont d'autres choses à penser, et voilà. Alors que les résidents en EHPAD, c'est pas qu'ils n'ont pas d'autres choses à penser, mais c'est qu'ils ont envie de penser à quelque chose aussi pour leur changer les idées. Et ça, c'est hyper différent. Et du coup, quoi qu'il arrive, on arrive à construire quelque chose. Mais comment intéresser les résidents, c'est tout un débat aussi, quoi. Sur l'animation en EHPAD, ça prend vachement d'essor aussi maintenant. Dans les groupes d'EHPAD, on en voit vachement. Dans les EHPAD, du coup, il y a de plus en plus d'animations, d'animateurs, d'animatrices. C'est vachement bien, hein. Moi, je suis hyper content de me dire que je participe à essayer de changer un peu le quotidien des résidents, sans non plus dire waouh, ouais, t'as vu les galons sur la veste. Pas du tout, quoi. Mais du coup, aussi, quand on est en EHPAD, il y a quand même une logique de c'est les soins, c'est la nutrition, c'est la sieste. Entre-temps, voilà. Et entre-temps, c'est là où moi j'arrive. Et je suis là, on dit on va faire des trucs, mais c'est vrai que du coup, le créatif peut partir sur du n'importe quoi. J'ai des collègues du coup qui s'occupent aussi de ce volet-là, de faire du créatif, et qui font par exemple des tableaux avec les résidents sur les saisons. Tiens, qu'est-ce que ça vous inspire, l'automne, le printemps, l'été, l'hiver, qu'est-ce qu'on met comme couleur, qu'est-ce qu'on met comme ambiance. Et pouf, 2 semaines après, ils ont fait un tableau. C'est tout bête, mais ça fait partie aussi je change le quotidien du résident en lui amenant quelque chose d'un peu créatif, d'un peu nouveau, peut-être quelque chose qu'il a connu aussi avant, mais qu'il a encore plaisir à développer, quoi. Et ça, on le voit chez les résidents. Ça, on le voit où quand du coup ils sont en train de faire l'atelier théâtre, où on leur amène des morceaux de carton et leur dit, voilà, on leur donne un morceau de carton qui est découpé d'une forme qui n'a aucun sens, et on leur dit, qu'est-ce que vous voyez? Et ça, à chaque fois, il y a des réponses, moi, qui me sidèrent. Oh, ça peut être une espèce de triangle mal découpé. Qu'est-ce que vous voyez? Ah, je vois un coq, parce que sa tête, elle est là, machin, le corps, il est là, machin, il est là. Bon, d'accord, ok. Et vous, qu'est-ce que vous voyez? Ah, moi, je vois un chapeau. Ah bon, mais le chapeau, comment vous le mettriez? Je le mettrais comme ça, parce que le chapeau, ça se met comme ça. Parce que moi, je faisais des chapeaux quand j'étais plus jeune. Ok, cool. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Ah ouais, pendant une session comme ça, à chaque fois qu'on montrait un morceau de carton à une résidente, elle voyait une arme. Un couteau, un pistolet. Ok. On lui a dit, mais vous Ça voulez... réjouirait les psys. C'était génial. Mais on lui a dit, mais vous voulez nous tuer ou quoi? Non, mais je peux rien. En ce moment, je vois une arme à chaque fois, quoi. Et c'était hyper drôle, quoi. Du coup, on en rigolait à chaque fois. Genre, on sortait un morceau et puis on lui disait, alors madame, qu'est-ce que vous allez voir? C'est une épée. Ah oui, mais là, je vois une épée. Bon, là, okay, très bien, c'est pas grave. Mais c'est... Et en plus, du coup, c'est de la création qui est forcément un peu altérée. Enfin, altérés dans le sens où ils ont des problèmes de compréhension, ils ont des problèmes de vue, ils ont des problèmes de motricité. Donc, comment on mobilise aussi, du coup, ce qui les compose aujourd'hui, eux, pour arriver à faire quelque chose avec eux aujourd'hui. Et ça, c'est presque un défi de tous les jours, quoi, du coup. Et c'est sur des trucs tout bêtes. Par exemple, le lundi matin, on fait des tours de discussion. On s'assoit et on discute. Et là-dedans, moi, je pioche des idées sur qu'est-ce que les résidents aimeraient faire. Et le plus possible, on essaye de le faire. Mais du coup, c'est vrai que c'est du créatif, peut-être pas juste sur on va faire quelque chose. Parce que je considère que la création, pour moi, c'est pas un produit fini, c'est un processus. Et si on n'arrive pas à atteindre ce produit fini, si on n'arrive pas à faire un tricot, si on n'arrive pas à lancer les dés parce que on est fatigué, et c'est pas grave, parce que l'important, c'est d'avoir essayé de le faire. Pour moi, il est là le créatif chez les personnes âgées, chez les résidents. En EHPAD, il est là. Il n'est pas dans l'accomplissement. Si, ils y arrivent, tant mieux. Si on arrive à faire un bouquin de 78 pages parce qu'un résident a voulu écrire un truc, tant mieux. S'il n'y arrive pas, c'est pas grave. C'est pas on passe à autre chose, mais on va essayer, on va le faire ensemble, on va accompagner. Et si on n'y arrive pas, on aura fait une page, mais on sera fier de cette page, quoi. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses aussi pour des personnes d'âge jeune, mûr, pas encore âgées? Ouais, je pense que ça fait un peu bateau comme phrase, mais on s'en fout. T'inquiète pas. l'important au final, c'est pas forcément là où t'arrives, c'est le voyage qui t'emmène. Ah oui, forcément, si tu fais un super voyage, t'es content de le faire. mais je pense que dans la création,
Le processus, c'est hyper important, quoi. Je le vois, par exemple, sur l'écriture de scénario. C'est un truc sur lequel je me suis mis il y a pas si longtemps que ça. Parce que pour le Marocho, c'est à peu près moi qui écris tout. Sauf si je suis aidé par des copains genre Cédric Scalabrini. Et en fait, il y a des fois, je me dis, bon, ok, j'ai le début, j'ai la fin. Puis je laisse gamberger. Et pour moi, c'est ça le processus créatif. C'est que je vais me laisser aller, en fait. Je vais essayer d'imaginer le plus de trucs possible. Et puis à un moment donné, je vais me dire, ah cool, j'ai trouvé, c'est ça qu'il faut faire. Puis en fait, 2 jours plus tard, je vais revenir en me disant, bah non, c'est ça. Je pense que le processus, c'est hyper important. Et ouais, pour les gens, par exemple, de notre âge, je pense que c'est hyper important de ne pas se dire, automatiquement, je vais faire ça, parce que je pense que c'est pas forcément le meilleur truc à faire, mais c'est ce qu'il faut que je fasse. Je pense que c'est plus important de se laisser emporter par le truc et de voir jusqu'où ça va nous amener. Et c'est là où ça va nous amener, on va se dire, ah ouais, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est par exemple, à titre d'exemple, jamais j'aurais pensé que je serais animateur en maison de retraite. C'est parce que je me suis laissé emporter par le truc et par l'opportunité de... Dans le processus de création, je pense que tu as aussi beaucoup d'opportunités qui se présentent à toi parce que tu vas en discuter avec des personnes, parce que tu vas échanger, parce que tu vas rencontrer, parce que tu vas essayer, parce que tu vas rater. Surtout parce que tu vas rater, je pense. Si tu rates, mais tant mieux de rater. Vu qu'en plus, il y a cette notion qu'il n'y a rien qui peut être parfait, dans tous les cas, tu vas rater quelque chose. Et c'est ça qui fait l'art aussi. Mais de mon avis personnel, je pense que quand tu rates, tu peux aller vers des endroits que tu n'avais pas forcément réfléchi. Ou... Enfin, je sais pas. Mais qu'est-ce que toi, t'entends par là ? Je crois que c'était Nelson Mandela, si vous connaissez. Je crois que c'est Mandela qui avait dit un truc, du genre, je suis pas exactement sûr de la citation, mais il avait dit si je gagne, tant mieux, mais si je perds, tant mieux aussi, parce que je gagnerai aussi, ou j'apprendrai... Oui, t'apprends tes échecs. Voilà, t'apprends tes échecs. Mais en plus, c'est un truc qu'on entend vachement, qui est hyper bateau, hyper à la mode. Ouais, si tu rates et tout, tu vas vachement apprendre. Non, mais c'est méga important. Mais c'est ultra vrai, en fait. Oui. Il y a beaucoup de gens qui le disent pour la blague, ou parce que c'est une phrase un peu toute faite et un peu facile. Mais c'est tellement vrai. Qu'est-ce que j'aurais pu... Non, moi j'ai tout réussi. J'ai jamais raté. Non, mais par exemple, le fait que j'avais postulé à ce boulot, ça n'a pas marché. Je suis revenu 1 année après, ça a marché. Bon, mais c'est parce qu'il y a des rencontres aussi. Et ça, je pense que c'est important dans le processus créatif. On rate pas forcément à cause de soi, on peut aussi rater des opportunités à cause d'un truc extérieur, à cause d'une personne, à cause d'un événement, voilà. Ça arrive. Le tout, c'est de comprendre et de repartir, en fait. Et de se dire, bon, c'était peut-être pas le bon moment pour le faire, mais je sais que si j'attends un peu, si je comprends mes erreurs et tout, ça peut marcher. C'est genre, d'un seul coup, les planètes s'alignent et font, ah, c'est maintenant, vas-y mon gars, vas-y. Hop. Et puis, tu peux très bien prendre un chemin, rater après, reprendre un chemin, rater après, reprendre un chemin, rater après. C'est pas grave. L'important, c'est qu'au final, on se fasse confiance, on se dit, tant pis, je fais une erreur, c'est pas grave. Et j'apprends de ça surtout. Moi, je pense que je fais quand même pas mal d'erreurs dans ma vie. Alors que ce soit professionnel, sentimental, amical, voilà. C'est pas grave. Mais si on apprend aussi, on mûrit aussi par rapport à ça. L'important aussi, c'est de savoir le comprendre, de savoir l'expliquer aux autres personnes. Pour leur dire, ouais, j'ai merdé. Et c'est pas mais qu'il faut dire. Mais je pense qu'il faut dire j'ai merdé parce que. Pas j'ai merdé, mais... Non, j'ai merdé parce que si, parce que ça. En revanche, je vais y arriver. J'ai merdé et pas j'ai merdé et mais. Voilà, ouais carrément. J'ai merdé et... Attention, mon gars, tu vas voir. Non, mais c'est vrai, c'est hyper important. C'est de la sémantique toute bête, mais faut pas se laisser abattre, en fait. Moi, je pense que, de base, je suis quelqu'un de relativement optimiste. J'ai pas envie de croire que le monde va s'arrêter parce qu'il y a une épidémie. J'ai pas envie de croire que le monde va s'arrêter parce qu'on a raté ci, parce qu'on a raté ça. C'est pas grave. Au contraire, je pense que rater, c'est bien. Et puis, tant mieux si on rate, parce que ça nous apprend d'autres choses. Ça nous ouvre d'autres choses. Et puis, ça nous libère un peu, je pense, aussi de rater. Ouvrez-nous sur Philomag, le magazine de la philosophie. Pour les nuls. Ce podcast devient de plus en plus Philomag. Mais c'est intéressant, mais en plus c'est cette question que tu as qui est intéressante, je trouve. C'est pas pour te jeter des fleurs, mais cette question sur le processus créatif, en fait c'est un truc qui s'applique autant parce qu'on va écrire un scénario, autant parce qu'on va écrire avec des personnes âgées, et autant parce qu'on a sa vie en fait. Et je pense que la vie est un processus. Oui.
La vie est un processus, alors pas forcément créatif, mais... Ça dépend des personnes. Ouais, voilà, oui, voilà. Mais la vie est un processus et on apprend dans ce processus. Eh oui, je suis d'accord avec cette idée. Voilà. C'est Ça fera 15 € pour cette phrase. Une très belle idée. Là, en ce moment, on est particulièrement dans un contexte de maladie compliqué. Je sais pas, si ça se trouve, des personnes écouteront cet épisode en 2023. Du coup, vous vous souviendrez ou pas de cette période de mars 2020. Vous serez peut-être vacciné. On a le coronavirus, et particulièrement depuis 2 jours, avec tout qui ferme et tout. Mais toi, ça fait déjà un moment, je pense que tu le sens venir, vu que les personnes âgées sont les premières touchées, les personnes en déficience immunitaire aussi. Alors j'imagine que c'est quelque chose qui doit quand même, on s'en rend peut-être pas compte, mais qui doit quand même arriver assez, enfin du moins plus souvent que dans les rues, que tu dois faire attention à plein de choses, et parce que du coup les personnes âgées sont plus sensibles aux maladies. À quel point est-ce que toi ça t'empêche ou te permet de faire des choses, je sais pas. Ça m'empêche pas de faire des choses, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, je pense que dans tous les milieux... Alors après, ça va peut-être être... Ah, parce que je suis juste animateur en EHPAD, je suis pas docteur, je suis pas... Voilà. Je veux pas passer pour un prétentieux ou un mec qui sait tout, loin de là. Mais je pense que de toute façon, dans les milieux médicaux, sanitaires et sociaux, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans les cliniques, enfin partout, de toute façon, principalement dans ces milieux-là, parce qu'on est au contact de l'humain, on est au contact des bactéries, on est au contact des maladies, des virus. On est formé sur l'hygiène de base, qui est se laver les mains. Voilà, ça c'est l'hygiène de base importante. Et nous, ça nous restreint pas tant que ça, puisque c'est déjà quelque chose qu'on fait régulièrement. Mais on est obligé de porter un masque, parce que si on est, par exemple, porteur de maladies autres que le coronavirus, mais un rhume ou une grippe ou machin, pour éviter de contaminer les personnes. Mais non, dans l'EHPAD, on n'est pas limité à faire des choses dans l'EHPAD. En revanche, on ne fait plus sortir les résidents, au jour d'aujourd'hui, là. Pas très français au jour d'aujourd'hui, mais voilà. C'est un pléonasme, mais ça va, ça marche quand même. Au jour d'aujourd'hui, on ne fait plus sortir les résidents, on ne fait plus venir de famille pour une précaution simple, la santé des résidents, leur sécurité. Les familles peuvent très bien amener des virus avec elles. Les médecins aussi, donc on est très vigilant là-dessus. Les médecins sont autorisés, les kinés sont autorisés, parce qu'il y a quand même des routines à maintenir. Mais pour l'instant, effectivement, c'est tout récent, on a interdit l'accès aux familles. Et nous, du coup, lavage de mains, gants, masques, tenue de travail, voilà, pour éviter le plus possible de faire rentrer des bactéries. Et du coup, voilà, moi, dans mon petit processus d'animateur, on faisait des sorties avec les résidents au restaurant, on faisait des sorties à l'extérieur, on fait venir des chanteurs pour animer un peu le quotidien des résidents. Pour l'instant, on met ça en pause. On est là, nous aussi, pour faire vivre l'établissement. Faut pas croire que, du coup, ils vont être laissés à l'abandon et on va plus rien faire. Non, on est là pour s'en occuper, en tenant compte des restrictions aussi qui émanent du gouvernement, quoi. Bien sûr. C'est normal. Ouais, on n'a pas trop le choix. Ouais. Et c'est important. Et c'est important. Ouais, c'est hyper important. Là, en l'occurrence, ça l'est. Tu écris sur ta chaîne, comme tu en as parlé, alors sur ta chaîne YouTube, évidemment, pas sur ta chaîne... de vélo. Par exemple. Oui, parce que ce serait très compliqué. Ou ta chaîne IFI. Oui, excellent. Qui n'existe plus depuis les années 2000. Ouais, c'est vrai. 2010. 2010. C'est ça. C'est pour ça que j'écris pas dessus. Parce que j'en ai pas. Alors là, du coup, je vais plus parler du travail d'écriture que tu fais avec les résidents de l'EHPAD. Est-ce que le travail que tu fais avec eux et les échanges que tu peux avoir avec eux, ça t'inspire, toi, dans ta création et ton écriture pour ta chaîne à toi ? Bonne question, ça. J'aurais tendance à dire oui. Parce qu'en fait, alors c'est tout con, mais il y a des fois, genre le soir, je rentre chez moi, je commence à réfléchir à une idée pour le Marocho, puis je vais au boulot le lendemain, et je pense qu'inconsciemment, mon cerveau réfléchit à plein de trucs, je rencontre les résidents, je discute, machin, et je rentre chez moi, je fais « Ah mince, j'ai trouvé ». Enfin, j'ai trouvé, sans redire « Eureka, ouhou, égal MC2 », non, mais j'ai trouvé ce qui débloque pour mon scénario. Et je pense que l'échange avec les résidents, pas un échange genre sur leur vie ou sur leur passé, enfin voilà, mais je pense que de toute façon, l'échange est hyper important dans un processus créatif. Et avec les résidents, c'est vrai qu'en plus, moi je mets pas forcément de barrière dans le langage de ce que je leur dis, je suis assez cru, je leur dis qu'ils sont vieux, ils savent,
Et eux-mêmes me le disent, hein. Ils savent que un jour ou l'autre, ils vont mourir. Ils le savent. Mais du coup, c'est vrai que ne pas mettre de barrière dans les échanges avec ces personnes, parce que c'est pas parce qu'ils sont âgés qu'à un moment donné, on peut pas se permettre d'être, entre guillemets, un peu graveleux avec eux, en respectant Ouais, bien bien sûr sûr. la personne et sa dignité, et voilà. Mais on peut se permettre d'être un peu osé, comme eux, des fois, nous font des réflexions qui nous font dire que, merde, ils ont été jeunes aussi de toute façon avant nous. Donc, et c'est vrai qu'il y a des fois, il y a certains échanges qui partent hyper loin. Récemment, on faisait un jeu sur les expressions. D'un seul coup, paf, le sujet d'actualité du moment revient, on en a parlé, le coronavirus, machin. Et je leur dis, voilà, il y a des gestes à adopter, se laver les mains et tousser dans son coude. Dans son coude. Et j'ai une petite vieille qui me dit, petite vieille, je suis affectueux quand je dis ça, petite vieille me dit, quoi, tousser dans ses couilles? Fou rire général. Comme quoi C'est pas très pratique. c'est pas très Et c'est pratique. que pour les hommes. Et voilà. Et du coup, il y a une autre petite vieille qui m'a dit, je vais pas aller tousser dans les couilles de quelqu'un d'autre. Et là, pendant 10 bonnes minutes, les résidents étaient morts de rire, et ça, je l'ai noté. Parce que, voilà, un processus créatif, c'est du quotidien aussi. C'est de l'instantané, c'est une blague, c'est un échange, c'est des paroles, c'est une envie. Et là-dessus, je l'ai noté, ce truc-là, parce que je tiens un petit carnet des phrases bizarres des résidents, et j'ai à cœur un jour de faire une compilation de tout ça et de faire un bouquin avec ça. L'animation, du coup, processus créatif, ce que j'avais prévu, a complètement changé de direction, et on est parti à parler d'expressions relativement vulgaires pendant une bonne heure, quoi. Et j'ai pas du tout fait ce que j'avais prévu à la base. J'étais là, bon, on va parler d'expressions avec les résidents, et puis paf, d'un seul coup, l'actualité revient. C'est ça qui est bien en EHPAD, c'est que le processus créatif tel qu'on le conçoit sur un truc de base, genre, je sais pas, voilà, écrire un scénario. Ouais, j'ai mon idée, machin, je pars du point A, je vais au point B, voilà, ma chute, c'est ça. Moi, les chutes, j'en ai à peu près toutes les 30 secondes. Je parle pas des chutes des résidents qui tombent, hein. Mais ça, c'est un autre sujet. Et heureusement, il y a mes collègues qui sont là. Mais des chutes, des trucs improbables, j'en ai toutes les 30 secondes. Et ça nourrit le processus créatif qui est le mien, puisque je pense que je me considère comme quelqu'un de relativement improbable. Et aussi. Enfin. Oui, je me Ouais. considère comme quelqu'un d'improbable et T'as le de. droit, Et c'est une bonne chose. le terme, ce serait pas improbable, c'est absurde. Je me considère comme quelqu'un de relativement absurde. Qui est le titre d'un de tes Qui est le titre d'un de mes courts-métrages. Et à l'EHPAD, des fois, il se passe des trucs complètement absurdes, des trucs qui n'ont aucun sens, mais qui ont du sens pour les personnes qui les vivent. Des fois, il y a des résidents qui sont perdus, parce qu'ils mélangent des souvenirs entre la réalité actuelle et puis la réalité passée pour eux, la perte d'un proche, des orientations spatio-temporelles, enfin bref, je pourrais t'en parler pendant des heures de ça aussi, mais du coup, il faut les raccrocher à la réalité. En fait, pour moi, mon travail, au final, à l'EHPAD, c'est un processus créatif à partir du moment où j'arrive et à partir du moment où je m'en vais. Comment je fais pour que ces résidents-là, à la journée, oublient un peu leur réalité pour entrer dans un truc que j'amène moi, hein. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai été embauché, j'espère pour laquelle je suis gardé. Mais comment j'arrive à essayer de les emmener dans un truc vraiment absurde et que tant pis, on est grossier, tant pis, on est un peu vulgaire, on est un peu foufou, mais je considère en plus, et ça c'est très personnel, mais et j'essaie de faire un peu ça sur les plateaux aussi de tournage, c'est que quand on est animateur dans une structure, on n'est pas animateur que pour les résidents, on est animateur aussi pour l'équipe. Et faut y aller quoi. Faut y aller quoi. Faut pas lâcher. Faut être à fond à partir du matin. On arrive à 8h30 ou au moment du soir on repart à 17h. Je rentre chez moi, je suis épuisé quoi. Oui, tu m'étonnes. Mais parce que j'ai envie que les résidents soient ailleurs, qu'ils en profitent, même s'ils sont dans une structure très fermée qui est l'EHPAD. Mais que du coup on soit dans de la création toute la journée, qu'on soit dans de l'échange, qu'on soit dans du rire, dans du plaisir. Et c'est pas rare des fois où malheureusement je récupère un résident ou une résidente qui est en larmes d'un seul coup parce qu'il pense que sa maman ou son papa vient de décéder il y a 2 heures. Et comment on fait pour amener ces gens dans la réalité? Comment on leur explique? Et du coup, c'est ça le processus créatif. Pour moi, appliqué à l'EHPAD, c'est comment on ramène les gens dans la réalité en désamorçant petit à petit le truc et on dit, ouais, à un moment donné, on est peut-être forcé de leur dire, on est peut-être obligé de leur dire, mais vos parents, ça fait un moment qu'ils sont décédés. Ah bon? Bah ouais, mais c'est votre mémoire qui vous joue des tours, c'est votre processus créatif à vous
qui vous joue un tour parce que peut-être qu'il en a envie, c'est peut-être du subconscient aussi, et parce que vous avez peut-être aussi envie de vous rappeler ces choses-là, qui sont pas forcément plaisantes. Mais allez, on change d'idée, on part sur autre chose, venez, je vous fais un café, on discute, et puis on repart sur autre chose, et puis d'un seul coup, la personne oublie ce qu'elle a vécu qui est difficile. Parce que tellement particulier, je pense, pour une personne de croire que ses parents, c'est un exemple très concret, hein, de croire que ses parents sont décédés il y a 2 heures, alors qu'en fait, ça fait peut-être 10, 20, 15, 40 ans qu'ils sont décédés, quoi. Et comment on les ramène dans un autre processus, quoi, en fait. Putain, je viens de réaliser qu'en fait, mon travail est un processus créatif complet. Non, mais c'est vrai, c'est hyper cool. À partir du moment où j'arrive, à partir du moment où je m'en vais, je suis dans un processus de création, puisque c'est un monde à part, de toute façon, les EHPAD. C'est un monde à part qui est très ancré dans le réel, avec les processus de soins, de nutrition, de kiné, et un monde déconnecté de la réalité à partir du moment où, alors c'est peut-être un peu se jeter des fleurs, mais où nous, les animateurs aussi, les soignants, toute l'équipe, la direction, la restauration, enfin, tous les gens qui sont là aussi pour l'hôtellerie, à partir du moment où nous, on insuffle notre vie là-dedans, on est dans un processus créatif différent. Wow, putain, vachement bien. C'est passionnant ce que tu racontes. Vraiment. Ouais, hein, mais... Je suis en dédicace à la FNAC de Bordeaux, demain à 17h. Mais dans l'entrée, parce que j'ai pas trop le droit. Ouais, mettez un masque. En plus, ça part d'une question où tu me demandes qu'est-ce que les résidents peuvent m'apporter dans mon écriture. Et en fait, je pense qu'ils m'apportent beaucoup plus que... Qu'est-ce que tu sais? Ouais. Oui. Inconsciemment, ouais. Oui, bien sûr. Ça, je pense que c'est tout le monde, pour le coup. Notre environnement nous apporte tout dans la création, vu qu'on écrit à partir de nous. Ouais, mais comme c'est mon métier, comme j'y suis de 8h30 à 17h, c'est vrai que t'es tellement immergé dedans que quand tu prends un peu de recul, tu te dis « Ah ouais, en fait, c'est hyper important. » Après, je pense pas non plus être l'animateur qui révolutionne tout. Je sais que du coup, j'ai la chance aussi, et ça, je pense que c'est important, c'est d'avoir une équipe, de travailler avec une équipe en fait qui apporte aussi vachement là-dedans, dans le créatif. Mais en fait, c'est un bon mot pour résumer du coup ce qui se passe à mon sens, en animation en EHPAD, c'est de la création. C'est un processus de création. Et du coup, c'est vrai que j'ai de la chance, je pense, d'être entouré d'une équipe où, putain, ils lâchent rien, quoi. Il peut y avoir des journées harassantes comme en ce moment avec le coronavirus, où ils ont des soucis perso, tout ça, machin, mais ils sont là pour les résidents. Ils sont là pour leur faire vivre autre chose. Et waouh, il y a des fois, il y a des trucs qui se passent où moi, je suis juste spectateur, mais une collègue met de la musique et paf, elle prend un résident, elle la fait danser, quoi. Et là, on se rend compte que la résidente danse hyper bien. Merde, ah ouais, elle danse hyper bien le rock, en fait, quoi. Et aussi parce que les soignants, là-bas, ont une relation de confiance hyper... que moi, je pense pas avoir, mais ils sont aussi certains soignants. Et là, parle des soignants vraiment purs et durs, genre les aides-soignants ou les ASH. Médecine, ouais, voilà. De médecine, ou même les agents de services hospitaliers, ceux qui vont faire le ménage dans les chambres ou le service du repas le midi. Ils sont dans une intimité telle, autant physique que relationnelle avec les résidents, que moi, j'ai d'un autre point de vue, puisque moi, je suis là pour l'animation. Mais eux, ils vont toucher le corps du résident, ils vont le nettoyer, ils vont l'aider à se laver, ils vont l'aider à prendre le repas, ils vont lui servir le repas, ils sont dans l'échange, dans la quotidienneté qui nourrit tout ce processus de créatif en EHPAD, où on se dit que quand on arrive dans un EHPAD comme ça, cool, on a de la chance, quoi, parce que les gens ont envie d'être là pour les résidents. Et ça, c'est à tous les niveaux, quoi, que ce soit en cuisine ou dans ce processus de, allez, c'est une bulle hors du temps, vous allez être là pendant un certain temps, puisque oui, l'EHPAD, c'est une réalité, oui, pour certains, c'est le dernier endroit qu'ils vont connaître avant d'aller créer ailleurs, voilà. Et c'est fou, quoi. Je pense que 83% des personnes qui écouteront cet épisode du podcast auront envie de faire ton métier après. Ouais, j'espère. Ou de se dire que l'EHPAD, c'est pas si terrible que ça, au final. Mais je prends comme exemple le mien, parce que c'est un endroit que j'adore, j'ai des collègues incroyables et des résidents... c'est dingue de rencontrer des personnes comme ça. Mais je pense que dans tous les EHPAD de France, de toute façon, en plus, on a beaucoup tapé là sur les EHPAD récemment. Il y a une période, ouais. Ça, j'entends très bien, je veux bien entendre aussi qu'il y a des EHPAD où malheureusement ça dysfonctionne. Tout peut pas être parfait, on l'a dit tout à l'heure, tout peut pas être parfait. Mais je pense qu'il y a aussi de très belles choses qui se font et c'est dommage qu'on les mette pas un peu plus en lumière.
Après, c'est mon avis. Je me ferais peut-être taper sur les doigts. Je me ferais peut-être virer si des grands pontes des EHPAD entendent ça. Mais Moi, je pense pas. je pense pas, parce que je pense être un fervent défenseur des EHPAD et me dire que... Alors, si un journaliste après veut m'interviewer, oui, effectivement, oui, tout n'est pas parfait, mais on essaye de créer quelque chose. T'es dans une situation qui, dans la vie en général, moi, m'apporte un mystère fou. J'imagine que tu vois de quoi je veux parler, mais du coup, les gens se demandent mais de quoi elle parle. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Oh, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est que tu vas très bientôt être papa, dans quelques jours. J'ai le droit de parler de tout ça ou ça t'embête? Non, ça m'embête pas. De toute façon, je pense que mon enfant sera né avant que ton podcast ne sorte. Oui, tout à fait. Donc on peut en parler. Franchement, c'est pas du tout un problème. D'accord. Au contraire. Très bien. Je lui ferai écouter quand il sera grand. Oui. Et tu devrais aller sur Histoire de Daron, le podcast de Fabrice tu m'en avais parlé. Qui est trop... Oui, il est hyper bien. Ouf. Tu l'as écouté? Oui. C'est trop bien, c'est passionnant. je lui écrirai quand je serai daron. C'est une situation que je trouve très mystérieuse parce que le fait d'attendre un enfant, pas forcément en étant une femme, que ce soit en étant un homme ou une femme, je trouve ça passionnant sur plein de choses, sur la construction de soi, etc. Et notamment le podcast Histoire de Daron m'a beaucoup fait réfléchir là-dessus. Je comprends, ouais. Ouais. En partant du principe que on écrit tous, à mon avis, en partant de soi. Même si, dans ton cas, ce que tu écris est en plus de l'ordre du sketch, enfin de quelque chose de comique et d'absurde, comme tu dis, c'est moins évident que ce soit inspiré de toi, directement. Mais on viendra à ça après. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que toi, la grossesse que vous avez vécue ensemble avec ta compagne, ouais, je peux dire ça, ouais, c'est chelou, tu peux dire âge de dire ça. Non, c'est ma compagne. Avec ta meuf. Avec ma meuf, franchement. Avec ta meuf. T'as inspiré des choses que tu as fait sur ta chaîne, ou pas d'ailleurs, t'as inspiré des choses dans la vie artistiquement? Bonne question, ça encore. Eh ben, non, parce que je pense que mon cerveau fait une distinction entre ma réalité, ce qui est en train de se passer, donc la grossesse de ma compagne, et la fiction que j'écris à côté. Et pour autant, tu vois, je pense que j'ai beaucoup d'imagination pour écrire de la fiction. Enfin, du moins, j'essaye de, comme on l'a dit, en discutant, en rencontrant des gens, en échangeant, en lisant, en m'informant, j'essaye de cultiver un peu plus la fiction et écrire de la fiction, d'avoir de l'imagination pour ça. Pour autant, je n'arrive pas du tout à imaginer ce qui m'attend là. En parlant de la grossesse. Qui peut? Mais c'est genre mon imagination, c'est pour la grossesse. Du moins, du coup, on a vu tout le processus, le ventre qui grossit, le bébé qui bouge, tout ça, machin. Et pour l'instant, il est dans le ventre de ma compagne. Et le fait de l'imaginer dans mes bras après, c'est un petit peu comme si j'avais mon flot d'imagination qui coulait comme une rivière. J'arrive à une falaise, et je n'arrive pas à voir ce qu'il y a après. Je ne sais pas. Ça coule, je peux regarder, mais je n'en ai aucune idée. Et je pense que du coup, inconsciemment, mon cerveau se nourrit pas forcément, puisque comme tu l'as dit, j'écris des sketchs. Mon cerveau se nourrit pas forcément de ce que je vis, mais se nourrit de ce que j'aimerais voir. En termes de sketch, en termes de fiction. Par exemple, t'étais dans le sketch Le Bleu. Oui. Et en fait, j'essaie de me poser aussi des contraintes comme à Kino Session. Je suppose que tu en as déjà parlé. On a déjà expliqué Kino Session. Oui, en effet, Bernard et moi, nous connaissons également deux Kino Sessions. Oh oui. Et j'essaye de me poser des contraintes, parce que Kino, il donne des thèmes et des contraintes à chaque fois pour écrire les courts-métrages. Et par exemple, pour Le Bleu... Je pense qu'on peut expliquer que du coup, Le Bleu, quand tu dis ça, tu parles d'un... Ah oui, d'un jeune dans la police. Voilà, d'un nouveau dans la police qui fait une filature. Radio, il est pas radio. Voilà, on ne le voit pas faire sa filature, c'est ça. Et il est avec, du coup, il est en liaison avec la commissaire et son adjointe qui sont dans la voiture. Et ils sont en liaison à la radio. Et à aucun moment on les voit ensemble. Parler, hein, pas liaison. Oui. et à un moment donné, du coup, il y a toute une scène où il est censé intervenir pour attraper le méchant qu'il est en train de filer. Et en fait, on entend juste ce qui se passe. Et à un moment donné, je m'étais dit, soit je le montre ou pas. Et en fait, je pense que c'est mon avis, hein, mais c'est plus drôle de pas l'avoir montré et de laisser les gens imaginer ce qui se passe. Puisqu'après, à la fin, l'histoire est ce qu'elle est. On ne spoile pas. On ne spoile pas, allez voir. Hein, je fais mon auto-promo. Tout sera dans la description comme d'habitude. Et encore mieux. Ça fait partie de l'imagination en fait aussi. Du coup, c'est
c'est de laisser les gens imaginer aussi. Je trouve que et ça, c'est un truc, comme, il me semble qu'on avait compris avec Arakiwi aussi, que on peut laisser les gens imaginer certaines situations à partir du moment où c'est bien expliqué. Je pense que c'est bien aussi dans des films de se dire ah ouais, il est en train de raconter ça. Ah ouais, je l'imagine comme ça. Ah ouais, ça doit se passer comme ça. Ah ouais, ah d'accord, ok. Et puis hop, l'histoire reprend et puis on a imaginé ce truc-là. Puis c'est plus ou moins en raccord peut-être avec ce qui se passe dans le film, mais c'est bien de faire cogiter le spectateur. Oui, bien sûr. Et Mais dans tous les cas, je pense que ça fait partie du même truc de pas prendre le spectateur pour quelqu'un de bête aussi. oui, c'est ça. Le Oui, spectateur est très intelligent et très actif complètement. et il faut lui faire confiance Ouais. sur... Puis il a besoin de ça, je pense aussi, de se dire ah cool, cool, je peux imaginer un truc dans un univers qui m'est proposé. Donc dans le bleu, ça marche très bien. Et pour autant, dans mon univers personnel, la grossesse, tout ça, machin, Ça marche pas. je suis incapable, quoi. Alors on a beau faire les échos, on voit à peu près le visage qui se dessine du bébé. Je suis incapable de me dire à quoi il va ressembler, je suis incapable de me dire comment ça va être. Et ça, c'est un truc que je connaissais pas. C'est grandi en moi une espèce d'impatience de le rencontrer, cet enfant, qui est mon enfant, hein. Mais j'ai jamais connu ça, quoi. C'est vraiment autant on est content d'avoir ses cadeaux à Noël, on n'est pas impatient d'aller ouvrir les cadeaux, mais là, c'est un truc. S'il y avait une unité de mesure pour le mesurer, je sais même pas comment ça se mesurerait. Je sais même pas quelle serait ma valeur. Je pense qu'elle exploserait tous les compteurs, mais enfin, et puis, je sais pas, c'est. Voilà, c'est. Je sais pas, voilà, c'est vraiment un truc, j'arrive pas à l'imaginer ça. Pour le coup, ouais. Je pense avoir beaucoup d'imagination absurde ou réelle. Mais ça, se dire que bah, bientôt, on sera plus deux, on sera trois, que c'est ton enfant, qu'il a aussi, bah, du coup, une espèce de dépendance vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ta compagne aussi, et c'est là où je me dis, par contre, et ça c'est un truc de dingue, je l'ai lu, je suis un blog d'un mec qui s'appelle Papa Plume, qui raconte aussi, qui parlait vachement du congé parental aussi, ça m'a vachement posé question ça, mais c'est un autre débat. Oui. Mais, Moi, je pourrais en parler des heures de ça. je pourrais en parler des heures et des heures. Ouais, et je suis hyper d'accord avec lui sur l'incroyable pouvoir qu'ont les femmes à ce moment-là. Mais pas pouvoir dans le sens, genre elles décident tout à la maison, ok, machin, hein, hein. C'est l'incroyable force qui émane d'elle. Et moi, je l'ai vu chez ma compagne, mais je suis sidéré de ce qu'elle peut faire alors que elle est en train de porter la vie. Et elle se laisse pas abattre, elle fait ci, elle fait ça, elle fait le ménage, elle fait les courses, elle fait. Waouh! Et après, elle va donner le sein, enfin. Et on parle aussi beaucoup de la charge mentale des femmes et tout ça dans l'éducation des enfants. Waouh! Enfin, c'est incroyable tout ce que les femmes peuvent faire, mais le rôle des hommes maintenant, c'est de bien les accompagner là-dedans. Et en plus, je le vois, alors. Je Bah, vois c'est pas qu'un accompagnement. C'est pas qu'un accompagnement, c'est sûr, c'est on est là ou on n'est pas là. Oui, c'est ça. C'est pas possible d'avoir une demi-mesure là-dedans, quoi. En plus, ça se ressent, je trouve, vachement. Alors, on parle beaucoup de féminisme, mais c'est normal. La place des femmes est hyper importante dans la société. Par exemple, on avait parlé avec les résidents de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Alors là, gros débat, mais improbable. Où il y avait des femmes qui nous disaient, bah non, c'est normal pour nous que les hommes gagnent plus parce qu'ils sont plus capables d'eux. Et quand on essaye de leur expliquer que maintenant, bah, du coup, ce raisonnement a plus trop lieu d'être, ils comprennent, mais ils restent aussi campés sur leur histoire. Bien sûr. C'est normal. C'est leur processus à eux, c'est leur processus de vie. Pour moi, c'est hyper important que l'homme soit là avec sa compagne quand il y a un bébé. Mais même indépendamment de ça, c'est l'homme doit être là avec sa femme. Point barre. Alors après, moi, à titre perso, je pense que j'ai beaucoup de chance d'avoir une compagne qui me laisse quand même à presque une semaine de son terme, me laisse faire un tournage chez moi, dans la cave, rempli de poussière, quoi. Elle dit non mais vas-y fais-le, mais il n'y a pas de problème. Et je pense qu'aussi, ça c'est peut-être important, après c'est ma philosophie, mais la vie s'arrête pas quand on a un enfant, la vie ne change pas quand on a un enfant, la vie continue avec l'enfant. Et ça c'est cool. Oui, et ma compagne me l'a dit, elle m'a dit bien sûr tu pourras continuer à faire des tournages, peut-être moins intense ou peut-être moins souvent que voilà. Mais ça se comprend aussi, quoi. C'est parce que. Ah bah de toute façon, quand tu vas dormir une fois tous les 3 jours. Ouais, c'est ça. Et puis peut-être moins d'énergie pour les faire. Même moi, j'avais mis un frein là-dessus parce que j'avais dit à ma compagne, mais moi, je veux pas être à droite, à gauche tout le temps. Je veux être avec toi parce que ça m'importe.
Ça, elle l'a compris aussi. Elle est chouette. Ça m'embêterait, je pense, que ma création soit le reflet de ma vie perso. Parce que ça me ferait poser des questions sur ma vie perso, qui se reflèteraient dans ma création, qui se reflèteraient dans ma vie perso, et... Tu sais, c'est le serpent qui se mord la queue. Oui. Et je Alors, pense que... pour moi, c'est le principe même de l'art. Ah ouais, carrément. Ouais. Bah, Ah ouais. parce qu'en fait, mais parce que moi, dans ma manière de travailler, ou d'écrire, ou même de... Je parle souvent d'écriture, mais de tout, Ouais. parce que je danse aussi, c'est là où ça se reflète le plus, d'ailleurs. Et tu chantes. Oui, je chante, mais ça passe par l'écriture. En fait, pour moi, l'art, c'est très cathartique et très thérapeutique, et du coup, je passe par là pour dire des choses, et en même temps, ça me dit d'autres choses à moi-même, et c'est un échange comme ça entre la création et mon cerveau, quoi, et Ouais. qui je suis. C'est très souvent le cas chez les gens qui créent artistiquement, et toi, c'est pas ça, parce que toi, du coup, tu veux faire la différence entre les deux. Je pense que je veux, je sais pas si je veux, mais en tout cas, je fais la distinction. Et parce que du coup, comme ça, mon esprit gamberge sur le créatif à fond, alors que je me laisse, je pense, plus porter dans ma vie perso. Enfin, du moins, j'essaye. Parce que si on écoute des personnes aussi de mon entourage, ils me disent souvent, mais Bernard, avec toi, l'heure, c'est l'heure, hein, machin, et là, tac, tac, hop, 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 hop. Bon, c'est vrai aussi, mais ouais, oui, si, je pense quand même, inconsciemment, qu'effectivement, ma vie perso nourrit le côté créatif. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, des fois, t'as beau avoir des idées, par exemple, comme on en parlait dans le premier épisode avec Antoine Maille, qui lui a toujours des idées qu'il n'a pas forcément vécues. Mais il n'empêche qu'il peut souvent y avoir par exemple, la personnalité de tes personnages, ou alors l'environnement dans lequel tu les vois, toi, quand t'écris, qui, en fait, parle de quelque chose de ta vie en soi, même si le concept de ton histoire, on va dire Oui, ça comme ça, n'est pas n'est connecté pas, à... j'espère que ceux qui écrivent des films d'horreur Oui. Ne sont pas ne des s- psychopathes dans la vraie vie. voilà, ou des victimes, Oui, c'est ça. l'un ou l'autre. Ni l'un ni l'autre, quoi, s'il vous plaît. Non, mais oui, je pense que... Mais je pense que du coup, alors, c'est peut-être pas nourri par le perso. Peut-être pas par par la relation amoureuse que j'ai ou les relations amicales que je peux avoir, mais je pense que c'est nourri peut-être par la culture. Le fait de voir un film, de se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire si je pars de cette idée et le transposer du coup dans mon processus créatif. Ouais, c'est peut-être plus ça, je pense. Mais c'est bien, ah, ça me fait poser des questions là-dessus, quoi. J'ai appris que mon boulot était un processus créatif à part entière et qu'il y a des chances que ce que je vis dans mon côté perso nourrisse mon processus créatif. Parce que comme tu dis, effectivement, oui, c'est quand même très cathartique. Ça peut l'être, enfin, ça l'est souvent, en tout cas. Mais du coup, Ouais. je trouve ça très intéressant quand c'est pas le cas à premier abord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ou je pense que j'essaie d'écrire aussi des trucs qui sont tellement aux antipodes d'un truc que je pourrais vivre que la connexion est compliquée à établir. Je dis pas qu'elle n'existe pas, du coup, au final, tu as sans doute raison là-dessus, mais c'est que je ne sais pas comment elle s'établit. Mais je pense qu'elle s'établit par contre sur le fait que dans ma vie perso, j'ai plein de copains très chouettes qui m'aident à faire les sketchs. Et ça c'est sûr par contre, parce qu'il y a des trucs que j'ai écrits volontairement pour les personnes qui se retrouvent dans le sketch, qui sont des copains à la base, et je dis, tiens, toi, ce serait vachement bien si tu fais ça, et pouf, ils le font dans le sketch. Et ça, c'est marrant parce que du coup, j'ai beau l'imaginer et à me dire, ah ouais, il va le dire, ça va être comme ça va être trop bien et tout. Il fait pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais c'est encore mieux. Et je pense qu'en fait, au final, peut-être que mon processus créatif, j'ai la base du truc qui est nourri par le perso, les amis, l'entourage, le travail, la vie, tout simplement. Et après, je laisse les autres en faire ce qu'ils veulent aussi. Ça, c'est un truc que je pense que j'ai tiré peut-être aussi d'Arakiwi, où comme on était plusieurs à décider, plusieurs à... Alors forcément, les visions s'entremêlaient un petit peu, sans trop choquer, mais au final, on arrivait à quelque chose d'assez unique, qui, du moins, plaisait le plus possible à tout le monde. Dans le Maro Show, je pense que j'essaie de le concevoir un peu différemment, où j'ai écrit la base, mais je n'ai, comme dans Arakiwi, j'ai aucune compétence en cadrage, je n'ai aucune compétence en prise de son, je n'ai aucune compétence en lumière. Moi, on peut me parler de focale, d'ouverture, d'hertz, de machin. Je m'en fous, moi. Tout ce que je veux, c'est qu'à la limite, c'est commander une pizza. Mais, Est-ce que ce serait une référence à la prochaine vidéo oui, qui va sortir sur ça le Maro s'appellera la Show? pizza. Oh. Non, mais c'est qu'en fait, c'est ça. Je suis hyper impressionné par les gens qui arrivent à comprendre tout ça et qui arrivent à en faire quelque chose, à créer quelque chose, du coup, avec toutes ces données. C'est pas que je m'en fous, c'est que, comme ces personnes ont ces compétences, c'est pas que ça va pas m'intéresser, mais c'est que je suis content de voir que ces personnes peuvent s'exprimer avec ces compétences-là.
et du coup en faire quelque chose, alors qui dessert un petit peu la vision que j'ai du coup aussi du truc, mais qui du coup se l'approprient et en font quelque chose. Par exemple, le truc qu'on a tourné là récemment, ça s'appelle la pizza. Et j'ai demandé à Thibaut Frankel, qui est un très bon copain, de faire Chef Hop. Et il m'a proposé Celui un qui plan en compose plus. l'image. Ouais, celui qui compose l'image, la lumière, le Ouais. cadrage, tout ça. Celui qui va dire le cadre il est joli si tu mets les lumières comme ça et que tu filmes comme ça. Voilà. Et il va laisser un cadreur faire le cadrage, régler la focale, l'ouverture, machin. Mais voilà, il va donner les consignes, quoi, entre guillemets. Et du coup, il m'a proposé un plan en plus. Et j'ai mis du temps à comprendre comment il voulait l'inclure. Mais en fait, quand j'ai compris dans l'histoire, putain, c'est génial, quoi. Et c'est ça que je trouve cool. C'est que moi, je leur ai envoyé le scénario à tous les gens qui participaient. Et tous, à peu près, ont proposé quelque chose de qui vont dans leur sens, à eux, et qui s'intègrent dans le mien. Et pareil, par exemple, il y a avec Pierre Avoyard, ça fait longtemps que je bosse avec lui. Et c'est lui qui fait toutes les musiques aussi, tous les sons qu'on peut entendre sur le Marocho, comme il faisait pour Arakiwi à l'époque, comme il a fait pour un nombre incalculable de vidéos qu'on a faites ensemble. Et à chaque fois, je lui laisse carte blanche parce que je n'ai pas ses compétences. Je suis incapable de faire ce qu'il va faire. Je suis incapable de faire ça. Alors je lui donne quelques indications, mais je lui laisse carte blanche dans son processus créatif parce que il n'y a rien de plus génial que de récupérer son montage et de voir ce qu'a fait l'autre. Ouais. Et pareil avec Robin Paul qui a fait de l'étalonnage sur certaines de mes vidéos. Et il me dit, bah tiens, celui-là, sur un des derniers trucs qui est sorti là, qui s'appelle Les Mecs, il y a des plans d'un comédien qui s'appelle Philippe Crespo, et il les a mis en noir et blanc. Quand j'ai reçu le montage, j'ai fait, oh ouais, putain, c'est trop bien, quoi. Parce que ça prenait tout son sens, en fait. C'est une autre lecture du truc, quoi. C'est hyper chouette de voir toutes les lectures que les gens peuvent apporter à son propre processus créatif. Parce que voilà, moi j'écris mon scénario, je me dis, bon bah cool, ça va se passer là, il y aura telle lumière, machin, je demande à telle personne. Et puis du coup, ces personnes arrivent avec leurs compétences et font, attends, on peut faire encore plus. Mais On ça peut- enrichit de ouf. Ouais, et moi je pense que. Alors, c'est pas une gêne que j'ai, je pense que c'est de la reconnaissance. Et je suis tellement amoureux de toutes ces personnes qui m'aident, qui m'ont aidé. Je parle dans Harakiwi ou même avant, ou même quand parce que j'étais prof de théâtre aussi avant et j'ai été hyper amoureux des. Mais dans le sens, pas genre, eh, vas-y, prends le 06 et puis on va faire quelque chose. Mais Je pense qu'on amoureux dans le comprend bien. sens. Oui, voilà. Mais amoureux dans le sens où ces gens ont des compétences incroyables et ça me nourrit et ça les nourrit puisque j'ai des retours qui sont chouettes aussi du coup par rapport à ça, qui me disent ah, Bernard, tiens, j'ai appris ça grâce à toi. Voilà, quand j'étais prof de théâtre, j'étais content de voir que j'avais certains comédiens qui me disaient bah tiens, j'ai appris ça grâce à toi. Cool, génial. Ah, oui, bah ouais, mais ce que tu fais c'est génial, donc bah change rien. C'est cool, je trouve, d'être entouré par des gens qui t'apportent ça et qui sont très humbles en plus là-dessus, qui vont pas te dire bah ouais, ok, je t'apporte ça, ma gueule. Mais bon, voilà. Non, mais c'est des rencontres en fait, comme ça peut être à l'EHPAD ou voilà, ou dans le milieu perso, où c'est des rencontres de gens qui vont te faire dire ah ouais, ouais, j'ai bien fait de leur demander parce que ça je l'aurais pas vu et ça apporte vachement et les gens le font bénévolement en plus. C'est pas des gens que je paye. Je leur paye le repas à la limite, une pizza, un burger, ce que tu veux. Et ça fait partie de discussions que j'ai eues avec deux copains qui m'aident beaucoup là en ce moment, avec Pierre Auger et Valentin Luffy, qu'on a déjà dû entendre leur nom, quelque part par Oui, ici. au moins dans l'épisode de Sophie, en effet, Ouais. de Sophie Saccaro, et Peut-être, on les entendra un jour dans le podcast, dans tous les cas. Sûrement dans la saison 2, d'ailleurs. Voilà, ça fait partie d'une discussion que j'avais eue avec eux, avec Valentin et Pierre, où j'étais incroyablement reconnaissant de leur aide et de leur gentillesse. Et Pierre m'avait dit ce truc tout con. Il m'avait dit, mais Bernard, c'est juste parce qu'on aime bien faire des trucs avec toi aussi, quoi. Et faut s'en rendre compte aussi, je pense. C'est pas facile, je pense. Ça fait partie de l'acceptation de soi aussi. C'est quand même. Ça aussi, c'est un processus. Ah, qui le dis-tu? Mais ça aussi, c'est un processus de s'accepter et de se rendre compte que bah, du coup, il y a des gens qui nous aiment bien. Sans forcément, alors là, avoir la tête qui gonfle et les chevilles qui enflent, mais et d'avoir des gens qui nous aiment bien et qui sont contents de passer du temps avec nous. Et en fait, on s'en rend compte après, on se dit, ouais, ça fait du bien en fait d'être entouré par des gens qui sont positifs et qui sont là pour partager les mêmes choses que soi. Et je comprends les gens qui disent, bah, les gens négatifs, allez vous faire voir, ça se comprend. Et en même temps, ça nourrit aussi parce que ça fait partie d'expériences qu'on a dit comme tout à l'heure, où on a raté quelque chose, peut-être avec quelqu'un, peut-être dans une situation, un truc pro, un truc perso, un truc au travail, je sais pas.
ces gens négatifs, ils sont aussi là pour nous apprendre quelque chose, nous apprendre qu'on n'a pas besoin d'eux et qu'on peut avancer sans eux et s'entourer de gens positifs. Et ça fait plaisir. Bah voilà, je drop the mic. Je suis optimiste, je vous rappelle. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est... Enfin, voilà. ouais, C'est quand je parlais en plus, tu vois, je suis un peu ému Oui. de ce que tu viens avec de dire. plaisir. Parce que Non, mais- je suis d'accord avec Puis tout quand, ça. voilà, et puis quand je parlais aussi, tu vois, d'être amoureux au sens large de personnes qui ont des compétences, mais on peut être juste bien avec un copain parce que ça fait plaisir, quoi. Il y a aussi un truc qui est pas facile, je pense là-dessus, c'est... par exemple, moi j'ai des super amis de la fac que je vois beaucoup moins souvent, mais que quand je les revois, je pense à une personne en particulier, que quand je la revois, cette personne, c'est comme si rien n'avait changé. La dernière fois que je l'ai vue, ça faisait 2 ans qu'on s'était pas vu. Et on s'est vu, on a rigolé comme des idiots dans un resto. Et je pense que c'est cet amour-là, justement, qui perdure, cette espèce de petit lien qui fait que même si on se voit pas, c'est pas grave, ça reste. Je suis excessivement optimiste. Moi. Mais oui, non, mais c'est magnifique, merci. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là, qu'on va passer à l'histoire que tout le monde doit continuer. Oui. Previously, dans l'histoire que tout le monde doit continuer. Ce qui s'est passé dans le dernier épisode, c'est qu'on a eu toute une discussion une fois que Damien avait traversé toute la forêt à moitié nu. Oui, il a retrouvé Rosette et ils ont eu toute une discussion pour savoir en fait ce qui était arrivé à Damien parce qu'il a aucun souvenir. Et tout fait comprendre que Damien a été transformé et donc il faut qu'il fasse attention à certains trucs pour pas que certains symptômes s'empirent. C'est là où nous en sommes. Ok. Rosette et Damien vont chez Damien. C'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc il s'assoit, Damien va faire du thé et dit à Rosette quand même qu'il est profondément choqué d'apprendre tout ça. Parce que c'est quand même dingue. Il a été semi-humanoïsé. Alors que tout allait bien dans sa vie jusqu'à présent et d'un seul coup, il est à moitié robot, quoi. Il sait même pas comment ça se manifeste. Est-ce qu'il a un bras bionique? Est-ce que c'est à l'intérieur de lui? Il en sait rien. Rosette lui dit de toute façon que Émilie ne lui aurait pas laissé le choix quoi qu'il arrive. Qu'elle l'aurait à un moment donné humanoïsé parce qu'elle a de la rancune par rapport à cette histoire d'amour là non résolue. Et qu'elle l'aurait quand même humanoïsé pour s'en servir de lui. D'accord. Donc en fait, elle a de mauvaises intentions, Émilie, en faisant ça. Ah, moi je pense, ouais. D'accord. Ouais. Et pourquoi elle l'a fait à Rosette, du coup? Parce que Rosette, c'est un test. Rosette, c'est la première personne qu'elle a humanoïsée. Et elle a pris Rosette parce qu'elle a un prénom de merde. D'accord. C'est valable comme motif? Non, mais je pense qu'elle a pris Rosette parce que... Alors, il y a peut-être un truc qui peut t'emmener vers une voie. C'est arrivé au moment où elle était en dépression par Rosette rapport à sa mère. Oui. Ah oui, eh ben, très bien. Donc du coup, à ce moment-là, elle l'a fait à Rosette en lui prétextant que ça allait l'aider. Alors, elle l'a fait sans son consentement. Sans son consentement? Pardon, hein, mais je suis obligée de coller à ce qui a été dit. Eh ben, elle l'a fait en une nuit. Et le lendemain, elle lui a dit, mais je l'ai fait pour t'aider. Bon, Rosette s'est forcément énervée. Elle a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu m'as fait ça? Émilie lui a dit, mais je l'ai fait pour t'aider. C'est pour toi que je l'ai fait. Donc tu peux pas m'en vouloir à partir du moment où je l'ai fait pour toi. Et Rosette l'a plus ou moins accepté. Mais de toute façon, elle n'a pas le choix. C'est pas un truc qu'elle peut s'enlever elle-même, puisque c'est Émilie qui l'a fait, et puis c'est son bordel à Émilie. Et là-dessus, ils continuent à discuter, et Damien se dit, mais comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se manifester chez moi? Et là, Rosette se tait. Silence. Terrible. Damien lui demande si ça va. Qu'est-ce qui se passe? Et Rosette se lève, en fait, et c'est plus Rosette, c'est Émilie qui contrôle Rosette depuis chez elle. En fait, Émilie, elle est plus ou moins en train, à mon avis, de se monter une petite armée. Pour quel motif, on ne sait pas. Mais c'est pour ça qu'elle fait ça, c'est que du coup, elle peut contrôler les personnes. Du coup, Rosette se lève et décoche une espèce de mandale, point droit à Damien. Blam! Damien s'écroule au sol. Pire, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Et lui, je pense que, comme il s'est enfui, il n'a pas eu le temps d'avoir cette truc d'activation à distance. Parce qu'il s'est enfui depuis chez Émilie et Rosette. Oui, mais après son réveil. Il était endormi toute la nuit, c'est après son réveil. Mais après, il peut ne pas avoir eu le temps. Hein, ça Ouais, elle peut ne pas ça avoir eu le marche. temps de lui mettre un petit implant supplémentaire qui fait que ça le contrôle. Donc lui, qu'est-ce qui se passe, machin, hein? Et l'autre, qui est contrôlé par Rosette, qui est contrôlé par Émilie à distance,
continue à du coup, elle s'accroche et elle continue à le tabasser. Il n'y a rien de visible sur Rosette, hein, on voit pas qu'elle a un œil bionique ou quoi, c'est vraiment à l'intérieur. Et Damien, je sais pas comment, arrive à se dégager de l'emprise de Rosette. Il l'attrape par un poignet, alors qu'il est encore en train de se prendre des coups de l'autre main. Il ouvre la porte de ses chiottes, il pousse Rosette à l'intérieur, et il l'enferme. On entend Rosette qui frappe pour essayer de s'en sortir. Effets spéciaux. Et Damien est complètement désarçonné, et il s'effondre en larmes contre la porte du coup des toilettes. Et il y a Rosette qui est toujours en train d'essayer de défoncer cette porte. D'accord. Voilà. Moi, ça me va. J'ai une question, par contre. Comment ça se fait, du coup, que parfois Rosette, elle a des moments de lucidité ? Est-ce que c'est elle qui reprend le contrôle ou est-ce que c'est Émilie qui est un peu sneaky et qui fait genre « je suis ta pote » alors qu'en fait, non. Je pense que le truc d'Émilie, c'est pas tout à fait au point. Et que du coup, Rosette peut reprendre le contrôle, mais Émilie n'arrive pas à bien agir sur ce truc-là. C'est impossible pour elle. C'est sans doute qu'il y a une part d'humain dans Rosette qui est restée depuis qu'elle est humanoïde. Mais que du coup, ça, elle peut pas le contrôler. Ça se tient ? Ça se tient, oui. C'est possible, hein, je Oui, pense. Bah, de toute façon, rien n'est possible dans cette histoire, mais... Ouais, rien n'est Mais possible oui. dans cette histoire, mais... oui, carrément. il Non, me mais pour semblait l'instant, que- je crois pas que ça dénote avec quoi que ce soit. Non, mais c'est un exemple que je tiens, je pense, de Dragon Ball Z. Dans le combat contre Cell, où C16 fracasse... Non, c'est la tête de C16 qui est envoyée vers Sangohan à un moment donné, et il lui dit tout un discours magnifique avec... Dans l'animé, il y a un oiseau qui traverse, et puis pouf, il dégomme après, quoi. Enfin, voilà. Non, ça va, je pensais bien. Bon courage à la personne qui devra continuer l'histoire, parce que... Moi, j'induis plus ou moins que Émilie est en train de monter une armée d'humanoïdes. Ah oui. Donc, est-ce que Et ça... qu'elle est mal intentionnée. Et est-ce que ça veut pas dire que peut-être le boulanger est déjà humanoïde ? Le boucher, le charcutier, le semelier, Le villagier. le villagier, le garde champêtre. Enfin voilà, est-ce que c'est pas une armée d'humanoïdes ? Si on arrive en vrai, ce sera flippant. Mais le coronavirus aura tué tout le monde ici. Oui. Soyons optimistes. Bah, merci beaucoup, Bernard. Merci C'était trop Mélissa. cool. Ouais, J'ai merci à toi. adoré cet épisode. C'était très intéressant. J'espère que les gens le trouveront intéressant. Et sinon, vous pouvez m'insulter sur internet, c'est pas grave. Non. Non, le cyberharcèlement, on évite. Ok, très bien. Bon, bah attends. On ne pousse pas les gens. On ne pousse pas les gens à harceler les autres. Non, je plaisantais, bien sûr. Ne me harcelez pas, laissez-moi des commentaires gentils. Oui, ça, vous pouvez. Mais merci à toi, en tout cas. C'était très Mais cool. non, mais avec grand plaisir. En plus, j'ai bu du thé au litchi et à la fleur de rose, c'était très bon. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Bernard ? Pour l'instant, chez toi, Oui. en face de toi. Merci d'avoir fait la blague. Après, sur le Marocho, du coup. Donc, le Marocho, c'est L-E, plus loin, Maro, M-A-2-R-O, plus loin, Show, S-H-O-W. Je suis sur Instagram, je suis très peu actif sur Twitter, j'ai une page Facebook, je suis sur YouTube. Sur Arakiwi aussi, du coup, puisque la page Tout à existe fait. toujours. Tout à fait. À la maison de retraite aussi. Je peux pas vous donner l'adresse, je peux pas vous dire pour qui je travaille. Mais voilà. Et c'est tout, je crois. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal, en effet. Et dans ce podcast, en ce moment même, voilà, vous entendez ma voix. C'est parfait. C'est parfait. Dans Bordeaux aussi, vous pouvez me retrouver dans Bordeaux. Des fois, je marche. Donc, vous pouvez m'arrêter et me dire « Hey, Bernard du Marocho !» Voilà. Et je vous ferai sans doute cette réponse. Oui. Des fois, il fait des micro-trottoirs aussi. Oui, je fais quelques micro-trottoirs pour le Marocho. C'était rigolo aussi, ça. C'est un exercice que j'aime bien. De me confronter à des gens directement sans avoir absolument rien de préparé, d'improviser. Pour ce qui est du podcast Donne ta patte, vous pouvez le retrouver sur Instagram toujours, à Donne ta patte-du-bas podcast. Sur YouTube également, sur ma chaîne à moi, Mélissa Brézé, B-R-A-I-Z-E-T. Et sinon, on se retrouve dans 15 jours, comme d'habitude. N'oubliez pas d'apprécier la vie, en général. Je vais dire une connerie. Vas-y, je t'en prie. Redis. N'oubliez pas. Les paroles. Oh, bien le wesh. Merci Bien Nagui. Donc normalement, le podcast est écoutable sur toutes les applications de podcast. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Mais encore une fois, je ne sais pas comment vous entendriez ce podcast si vous ne l'entendez pas sur une appli de podcast à part sur YouTube. Voilà. Vous pouvez toujours vous abonner au podcast. Vous pouvez toujours vous abonner sur Instagram. Vous pouvez toujours laisser des petits commentaires sur YouTube et sur Apple Podcast, ainsi que noter le podcast. Et on adore quand c'est 5 étoiles. Ouais.
Ça vaut le coup que ce soit 5 étoiles, je pense quand même. Mettez 5 étoiles. Mais surtout, le plus important, c'est si vous avez apprécié ce podcast, parlez-en autour de vous. C'est comme ça que ça marche, c'est avec le bouche à oreille. Merci encore Bernard. Mais de rien, avec plaisir, je veux bien revenir. Eh ben, avec plaisir. Juste pour boire du thé. Avec plaisir aussi. Et à dans 2 semaines. Au revoir.